Je m'appelle Manon Dupont. Je suis coach en développement personnel et préparatrice mentale. J'accompagne des individus autour de leur épanouissement et leur bien-être au quotidien et dans l'atteinte de leurs objectifs, qu'ils soient personnels, professionnels ou sportifs, par le biais du mental. Ma mission dans la vie, c'est de connecter ces personnes à leur véritable être, à leur plein potentiel et à leur bonheur le plus profond. Alors, vous êtes prêts à rayonner ? Si vous n'aimez pas le monde dans lequel vous vivez, contribuez à créer le monde que vous désirez. J'ai entendu cette phrase un jour et elle a résonné en moi, parce qu'elle résume toute la mission que je porte dans la vie. C'est assez cash de dire ça, mais le monde dans lequel on vit me fait souffrir. Les guerres, les violences envers les humains, les animaux et la nature me dévastent depuis que je suis enfant. Je déteste ce monde qui vit pour faire de l'argent au service de plus d'argent, et non pas de l'argent au service de la vie. Je souffre de voir tout notre écosystème qui souffre, les autres espèces animales et les personnes les plus pauvres qui souffrent, car eux n'ont ni la clim pendant les canicules, ni des citernes d'eau pour les ravitailler quand il n'y en a plus. Je ressens beaucoup d'incompréhension du monde dans lequel on vit. Je ne comprends pas comment l'homme peut détruire autant son propre environnement. Je ne comprends pas comment l'humain peut sacrifier beaucoup de choses, notamment des vies, humaines, animales, végétales, pour du toujours plus d'argent ou d'intérêt personnel. Je ressens beaucoup d'incohérences dans le comportement de certaines personnes qui, à mon sens, contribuent à abîmer la nature pour satisfaire leur propre intérêt personnel. Je sais que beaucoup ressentent de l'angoisse quant à l'avenir de notre monde, à la santé de la planète, aux glaciers qui fondent, à des espèces animales en voie d'extinction, aux canicules de plus en plus régulières et intenses. Ce début d'été, nous avons vécu une canicule très intense et je sais à quel point ce genre d'événements traversés provoque de l'inquiétude et une éco-anxiété chez beaucoup. Quelques semaines après cette canicule, la loi du plomb, qui visait à réintroduire un pesticide interdit depuis 2018, qui est ultra nocif pour notre biodiversité et nous-mêmes, est votée favorablement à l'Assemblée. Un retour en arrière incompréhensible et délétère pour le vivant, nous, humains, et eux, la flore, la faune et tous nos cours d'eau. J'ai entendu énormément de personnes qui se sentaient submergées de tristesse, de peur, d'impuissance, de colère, d'incompréhension, de trahison de ceux qui nous dirigent, les politiques. Et je voulais faire cet épisode de podcast justement sur cette éco-anxiété que beaucoup ressentent, pour vous aider à piloter les émotions qui en découlent et de comment transformer cette éco-anxiété en un moteur puissant pour changer le monde, plutôt que d'en faire une résignation qui nourrit un mal-être assez intense. Parler d'écologie me tient très à cœur, et certains diront que c'est quoi le rapport en fait avec son métier de préparatrice mentale, de coach mental ? Le rapport, c'est que l'environnement, c'est notre habitat, notre maison. Donc s'il est abîmé, c'est notre intégrité directe qui est touchée. Et puis la nature, c'est un vecteur de bien-être. Peu le savent, mais chaque élément de la nature crée des réactions chimiques chez nous qui favorisent la détente, la clarté d'esprit et surtout la santé physique et mentale. J'en parlerai sûrement dans un prochain épisode de podcast, mais par exemple, une promenade en forêt a un impact positif sur nous car nous nous imprégnons chimiquement des molécules que dégagent les arbres qui agissent positivement sur notre système nerveux, endocrinien et immunitaire. Et parce que l'écologie, c'est une grande partie de ma vie. C'est mon mode de vie, ma façon de penser, c'est mon combat. Les animaux et la nature, ça fait vraiment partie intégrante de ma vie. Depuis très petite, j'ai conscience de la vulnérabilité de la nature et des animaux. J'ai vite réalisé, enfant, que l'être humain avait un impact sur tout son écosystème. À l'école maternelle, nous fêtions chaque année la fin d'année en faisant un spectacle devant les parents. Et je crois que j'étais en 2e ou 3e année de maternelle et le thème du spectacle portait sur la sécheresse de l'Afrique. Et ça m'a beaucoup marquée. J'avais été très touchée par cette thématique et j'ai eu une conscience très jeune que la Terre se réchauffait et que cela touchait directement des populations africaines. Du coup, j'ai saisi très jeune l'idée que la nature et l'environnement étaient vulnérables à cause de nous, à cause de l'activité humaine et industrielle, à cause de notre consommation, et que du coup, le devoir de chaque personne sur Terre, c'était de prendre soin de la planète, en fait, de la chérir et de laisser le moins de traces possible de notre existence. Plus tard, moi qui étais une enfant fascinée par la nature et les animaux, j'ai découvert que ce que l'humain faisait subir aux animaux, par exemple l'exploitation animale, l'envers du décor des cirques, des zoos, les élevages intensifs, que ce soit pour la viande ou pour d'autres choses. J'ai découvert la maltraitance animale,
J'ai découvert l'élevage de la fourrure, les animaux en laboratoire et aussi les abandons. Et tout ça, d'avoir développé cette conscience, ça m'a développé une colère et une tristesse. Et je me suis dit, purée, mais attends, les gens, ils ont pas conscience qu'il y a tout ça. Moi, je le savais pas, en fait. Et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est au courant de tout l'envers du décor. Et que derrière l'émerveillement qu'ils vivent à travers les zoos, les spectacles, les cirques, bah, il y a des animaux qui souffrent, en fait. Et je me suis dit, mais attends, personne sait que pour faire des produits de beauté, les marques, elles font tester sur des animaux dans des conditions abominables. Et en fait, je pouvais pas rester sans rien faire du haut de mes 11 ans. Alors j'ai commencé à prendre l'ordinateur de mes parents et à faire tourner des mails dans mon réseau. Bon bah c'était mes grands-parents, mes cousins, mes parents, mes amis, mais c'était déjà ça. Et puis j'ai initié d'autres actions et j'ai fini par créer une association pour la protection des animaux et de la nature pour sensibiliser, agir, changer le monde à mon échelle. Ça s'appelait les Petites Sauveuses de la Planète. J'avais 12 ans, j'avais créé mon petit bureau chez mes parents pour gérer la junior association, j'avais créé un site internet et je continuais d'envoyer mes mails de sensibilisation. Et même j'animais un club dans mon collège pour sensibiliser et agir sur le temps de midi. J'ai parrainé également 2 koalas, elle s'appelait Anya et sa fille c'était Pintoupi. Et donc ça c'était un parrainage dans un programme de sauvegarde animale. Je me souviens aussi que je vendais des pâtisseries dans mon village pour donner l'argent que je récoltais à des refuges animaliers de ma ville. Euh, et puis aussi, j'ai fait du bénévolat dans des refuges, dans ces refuges-là, que j'aidais financièrement avec mes petites actions. Et j'ai participé à des journées de nettoyage de déchets. Et ensuite, un petit peu plus tard, je crois que j'étais en sixième ou en cinquième, j'ai intégré fièrement le conseil municipal des jeunes de ma ville à l'époque sur toute cette partie environnementale. Donc voilà, j'ai agi très jeune dans ce milieu, puis j'ai arrêté le bénévolat en grandissant. J'aurais pu travailler ou continuer le bénévolat dans ce secteur, mais je voulais agir autrement, en mêlant ma passion pour la psychologie à cela au final. Donc mon métier de coach mental, il est vraiment pas choisi au hasard. Accompagner des personnes dans leur bien-être et leurs rêves, ça implique vraiment une reconnexion profonde à soi, aux autres et à leur environnement, la nature. Par ma prise de parole sur ce podcast, par exemple, ou lors de mes conférences, bah, j'aborde constamment cette question d'écologie personnelle et d'écologie environnementale. C'est ma façon à moi de sensibiliser, de rapprocher les gens de la nature et d'en prendre soin. Ma mission, c'est de changer le monde à mon échelle. Alors l'éco-anxiété, qu'est-ce que c'est? Avez-vous déjà ressenti une inquiétude face au changement climatique et aux autres problèmes environnementaux du monde? Une inquiétude face aux dommages subis par l'environnement? Une pensée envers les animaux qui n'ont pas la clim en pleine canicule? L'impact de nos modes de vie sur la planète vous préoccupe? Vous vous sentez anxieux ou impuissant face à l'inaction et l'activité négative de la population du monde et des puissances politiques? Vous vous sentez désespéré quand vous êtes face à une personne qui se fout royalement de ses actes et de l'environnement et va à l'encontre de vos valeurs et vos convictions? Ces inquiétudes, on leur a donné un nom, l'éco-anxiété. Elle se définit comme la peur de ce qui peut se passer à l'avenir proche et long terme sur le plan environnemental mais aussi social. Je suis moi-même énormément confrontée à cette éco-anxiété. Il y a quelques années, alors que j'étais encore étudiante à l'université, je discutais avec un ami, Marius, sur nos désirs d'enfants plus tard. Il me disait que faire un enfant, c'était égoïste, car c'était la promesse de leur offrir une vie dans un monde difficile, où l'accès à l'eau sera peut-être difficile, qu'on vivra des guerres écologiques, des canicules de plus en plus difficiles. Purée, qu'est-ce qui me foutait le bourdon? J'étais pas du tout d'accord avec lui et je ne voyais pas du tout de la même façon. Au contraire, ma vision était optimiste et moi, je lui répondais que les générations futures, nos enfants, ce serait l'avenir. Qu'il était de notre responsabilité d'éduquer nos enfants pour changer le monde. Et qu'on avait ce pouvoir-là. Pourtant, depuis les années sont passées et j'en viens aujourd'hui à me poser de nouvelles questions. Moi qui rêve de fonder une famille, je me questionne sur le fait de donner naissance à un enfant dans ce monde-là. Et voilà Marius, si tu m'entends, j'ai changé d'avis. Les conséquences du dérèglement climatique sont maintenant là, plus tangibles que jamais. La sécheresse, la terre qui craquelle, les incendies, le manque d'eau. C'est plus qu'en Afrique, ça ne touche plus que les autres. C'est maintenant là, chez moi, dans mes montagnes, à Annecy en Haute-Savoie. Il y a 2 ans, je crois, un village des Bauges, à côté de chez moi, n'avait plus accès à l'eau pendant la canicule.
Un jour, en allant au boulot à vélo en pleine canicule, je voyais plein de voitures qui circulaient en me demandant si chacune d'entre elles n'avait pas pu se déplacer en bus ou en vélo ou à pied, ou aurait pu optimiser un trajet en voiture. Je me disais, mais purée, je suis là à pédaler sur mon vélo sous 40 degrés, est-ce que je suis la seule à me battre? En arrivant au travail, je dis à mes collègues que la chaleur est suffocante et que c'est inquiétant. Et ce, à quoi on m'a répondu que oh là là, ça va Manon, arrête de stresser, des canicules, il y en a toujours eu, et ici c'est rien comparé à la chaleur du sud. Ce jour-là, j'étais ultra stressée par la chaleur et en plus de ça, c'était la double peine. Je me sentais seule, incomprise et que j'étais la seule à m'inquiéter. Donc j'étais stressée par les conséquences du réchauffement climatique, mais aussi stressée par le manque d'éveil des autres et leur comportement. Et je me souviens de ce jour, je regardais la montagne au-dessus de chez moi, le Semnoz, et je me disais que le jour où il y aurait un incendie ici, bah, ce serait vraiment la fin du monde. Et je sais pas pourquoi, je pensais à un incendie ici à ce moment-là. Je pense que la chaleur était tellement pesante que j'avais peur pour la forêt au-dessus de mes yeux. Je voyais la chaleur, vous savez, l'image de la chaleur qui se reflète dans l'air un peu comme des réverbérations. Et j'avais peur que la forêt s'embrase. Et je ne sais pas si c'était une intuition que j'ai eue ce jour-là, mais le soir, bah, j'apprends qu'une partie de la forêt de cette montagne est en train de prendre feu. C'était un secteur de forêt au niveau d'Alève, côté Bauges, pour ceux qui sont un peu du même coin que moi et qui connaissent. Et j'ai pleuré vraiment toutes les larmes de mon corps ce soir-là, car bah, les scénarios que je redoutais devenaient vraiment réels, et c'était lunaire. Et je pensais aussi à cette montagne que j'aime tant souffrir, et je pensais aux animaux là-bas, ça m'a vraiment meurtri le cœur. Et voilà, j'ai l'impression que chaque année, notamment l'été, mon niveau d'anxiété, il évolue un peu plus en intensité. J'habite en montagne et j'ai la chance de pouvoir observer de près les glaciers depuis toute petite, mais ça implique de les voir fondre et disparaître. Il y a quelques années, ils m'émerveillaient. Et aujourd'hui, bien qu'ils continuent de m'émerveiller, bah, je ne peux pas m'empêcher de ressentir beaucoup de tristesse et d'inquiétude en les voyant diminuer, au fur et à mesure, disparaître. Mais alors, comment piloter les émotions liées à cette éco-anxiété? Il y a quelques jours, bah, encore dans cette canicule, j'étais démunie. Quand il y a une canicule, je me sens vraiment pas bien physiquement, bah, j'ai trop chaud. Je ne sais pas qui supporte cette chaleur, mais moi je la supporte vraiment pas. Elle me fait déjà peur psychologiquement, elle active encore plus mon éco-anxiété, mais elle me rend mal physiquement aussi. Je deviens complètement léthargique et je sais plus où me mettre en fait, et je peux plus rien faire, je suis complètement léthargique. Puis à côté de ça, bah, je vois les cercles vicieux s'installer. Les achats de clim exploser, les voitures à l'arrêt où le moteur continue de tourner pour garder la clim en fait. Et puis bon, bah, je vois des gens qui continuent de jeter délibérément leurs déchets par terre ou avoir des comportements qui sont insupportables à voir. Et je vous jure, je pète un câble dans ces moments-là. Je deviens complètement aigrie contre la race humaine dont je fais partie, pourtant. Et ça me bouffe de l'intérieur tout ça, et si je restais passive, je me ferais complètement submerger par mon impuissance et mon désarroi, et cela me boufferait ma santé. Des fois, je me laisse envahir par mon désespoir pendant quelques jours, mais à chaque fois, quelque chose de très fort chez moi prend le relais. Un élan vital de vouloir se battre et de changer le monde. Celui de il ne faut pas laisser tomber, il faut continuer de sensibiliser, d'agir, il faut continuer de faire sa part. C'est la petite sauveuse de la planète qui revient. Mais bref, voilà comment je gère les émotions liées à cette éco-anxiété pour pas laisser envahir ce mal-être. Et je vous invite peut-être à les essayer, parce que pour moi, à chaque fois, ça me fait du bien. La première étape, en fait, c'est d'accueillir et d'accepter mes émotions. Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi? Qu'est-ce qui vient me gratter? Et puis c'est accepter. En fait, plus je résiste à une douleur, plus j'entretiens le mal-être à l'intérieur de moi. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que je laissais la place à mes émotions, que je les accueillais, que je les acceptais, elles me font moins mal. En fait, bloquer ce que je ressens parce que j'ai peur de pas être légitime, d'être trop fragile, d'être trop différente, ça inhibe complètement. Comment expliquer ça? Ça me fait mal en fait corporellement. Alors qu'une fois que je me dis, ben, j'accueille ces émotions, elles sont légitimes. Je suis pas trop fragile, je suis pas trop sensible, c'est légitime. Et c'est une force chez moi. Et ben, ça me fait moins mal. Et ça me désinhibe complètement dans mes actions et dans mon énergie. Ça débloque l'énergie, j'ai envie de dire. Et voilà, une fois que j'ai fait le point avec mes émotions, ça va mieux et je peux faire quelque chose de ces émotions. Et une fois que j'ai accueilli ces émotions en moi, que je les ai comprises, je vais pouvoir les exprimer vers les bonnes personnes ou pouvoir les écrire.
ça me permet d'extérioriser en fait. Euh, En fait, quand j'exprime ces émotions à quelqu'un, ça me fait du bien, ça me permet de les libérer. Et attention, là, tout l'enjeu, ça va être de choisir les personnes à qui j'en parle. Parce que allez vous adresser à une personne climato-sceptique et vous verrez à quel point le mal-être et le sentiment d'impuissance sera renforcé. Au contraire, parler à quelqu'un qui est complètement enfermé dans ses peurs et ses angoisses comme vous, bah ça peut être aussi difficile et vous enfermer encore plus dans ce sentiment de désespoir. Donc là, je vous invite à trouver la bonne personne à qui en parler et à qui vous pouvez extérioriser tout ça. Ça peut vraiment faire du bien. Et en fait, la troisième chose qui va faire du bien, ça va être d'agir. L'action, c'est la meilleure façon de sortir de l'impuissance et de ce sentiment d'être passif et de tomber dans le désespoir. Du coup, j'en viens à la suite de ce podcast, c'est bah, comment transformer cette émotion lourde en un moteur puissant pour agir. La dernière fois, je partageais une publication de Bon Pote, un média indépendant qui alerte sur les changements climatiques. D'ailleurs, je vous le recommande vivement, il partage des ressources gratuites incroyables qui vulgarisent plein de choses intéressantes et vous partage tout plein de ressources pour vous aiguiller dans votre mode de vie, mais aussi de comment communiquer autour de vous quand il y a des débats. Bref, pour en revenir à ce post, il disait les politiques et journalistes qui parlent d'écologie punitive et d'atteinte à la liberté, c'est quoi votre programme quand il fait 40 degrés à l'ombre? Tout ça pour dire que le réchauffement climatique est une atteinte à la liberté, car je crois que quand il y a la canicule, on ne peut pas faire grand-chose et on est voué à rester enfermé chez soi, les volets fermés, à ne pas bouger jusqu'à 19h. Et ça, je trouve que c'est une grosse atteinte à la liberté. Enfin, je le dis, moi, ça me gonfle et je peux rien faire. Je sais pas si je suis la seule, mais je pense pas. Et que pour certains, justement, avoir un mode de vie écologique, c'est une atteinte à la liberté. Et je l'entends. Faire attention à son impact environnemental, ce sont des efforts, des choix dans son mode de vie, surtout dans une société très consommatrice au final, où c'est possible de voyager d'un continent à un autre hyper facilement et à moindre prix. Bref, quand j'ai partagé ce post, j'ai reçu une bonne dizaine de messages sur Instagram qui disaient ouais Manon, faut pas oublier qu'il y a plus pollueur que nous, il y en a marre de faire des efforts, des sacrifices. Si on émet zéro pollution ou émission, ça changera rien du tout à cause des autres. Et pour moi, ça, bah, ce sont des excuses à l'inaction. Et que par prétexte qu'il existe de gros pollueurs mondiaux comme les États-Unis, la Chine ou l'Inde, tout ce qu'on fait individuellement, bah, ça vaut rien et c'est réduit par l'impact des autres. Je vais vous lire une phrase. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent sans rien faire. En fait, c'est ça, si chacun se délaisse de sa propre responsabilité, alors franchement, on n'est pas sorti de l'auberge. Pierre Rabhi, un essayiste qui a écrit beaucoup d'ouvrages sur l'écologie, avait raconté l'histoire du colibri. Cette histoire, je vais vous la raconter. Un jour, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux, terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou? Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. » Et le colibri lui répondit « Je le sais, mais je fais ma part. » J'entends souvent que c'est bien beau d'être écolo, mais qu'il y a tellement plus polluant et que plus puissant que nos actions sont insignifiantes et ne servent à rien. Moi, je pense surtout que nous avons tous un rôle important à jouer, et comme ce colibri, si chacun fait sa part de responsabilité, bah, nous saurons conserver une nature vivante et salutaire pour nos propres vies et celles des générations à venir. Donc j'adore en fait cette légende du colibri, je la trouve hyper parlante, hyper pertinente et hyper puissante surtout. Donc maintenant, je vais vous inviter avec des petites pistes à comprendre comment vous pouvez agir en restant aligné avec vous-même. Alors le premier point, ça va être bah, quel mode de vie je décide d'avoir. Parce que son mode de vie, bah, c'est la première chose qui impacte l'environnement par ce qu'on fait. Donc ça peut être dans sa consommation, dans ses modes de transport, dans la quantité de voyages qu'on fait dans l'année, enfin il y a beaucoup de choses. Et souvent, alors moi j'ai choisi dans mes transports au quotidien le vélo, d'aller au travail à vélo, etc. Et j'entends plein de gens souvent qui disent mais Manon, j'ai pas le choix en fait.
Toi, Manon, c'est facile d'aller au boulot tous les jours en vélo, tu bosses pas loin de chez toi? En fait, justement, c'est mon choix d'avoir choisi un boulot près de chez moi pour pouvoir y aller tous les jours à vélo. C'est pas une question de facilité, en fait, c'est un choix que j'ai pris à un moment de ma vie. J'entends aussi beaucoup que le mode de vie écologique, il est pour les riches. Euh, J'entends souvent, bah Manon, je suis pas riche, je ne peux pas avoir un mode de vie écolo. Bien entendu, je l'entends. Manger sainement et biologique, c'est souvent plus cher et pas abordable pour tous. Je l'entends. Je l'ai vécu. Lorsque j'ai lancé mon activité, je gagnais la moitié d'un SMIC et quasiment juste de quoi payer un loyer et à peine à manger. Et je vivais sur mes économies. Enfin bref, c'était la galère. Et justement, bah, mon mode de vie écolo, qui implique réfléchir à ma consommation, donc acheter moins mais mieux, réfléchir à la vraie utilité de mon achat avant de l'acheter, beaucoup me déplacer à vélo ou en transport en commun, acheter en vrac pour faire moins de déchets, faire attention aussi à ma consommation d'électricité l'hiver et d'eau, bah, ça me permettait en fait de vraiment faire des économies. Et j'entends que sur certains points, avoir un mode de vie écolo peut coûter plus cher, quand je vois par exemple le prix des billets de train en France par rapport au prix d'un billet d'avion ou d'un voyage en voiture, ou même lorsqu'on veut manger bio, bah oui, des fois c'est plus cher. Et ça demande des choix des compromis. Mais en tout cas, sur beaucoup d'autres points, l'écologie, c'est pas une dépense, c'est des économies. Deuxième point, pour savoir comment agir, c'est déjà de ne pas chercher à être parfait. Vraiment, la perfection, et je sais de quoi je parle, ça inhibe complètement le passage à l'action. En gros, si je ne suis pas irréprochable, eh ben je suis pas légitime, donc je ne fais plus. Je connais une personne hyper sensible sur l'écologie dans mon entourage et qui a un mode de vie très écolo. En revanche, bah, son métier, c'est vététiste professionnel et ça implique de partir faire des courses à l'international, donc sur plusieurs continents, et donc du coup de prendre l'avion plusieurs fois par an. Et un jour, il m'a dit, bah, je suis irréprochable sur plein de choses, sauf là-dessus, et du coup, ça annule tous mes efforts d'à côté parce que j'ai un bilan carbone qui est énorme à cause de l'avion. Évidemment que son métier, il a un impact avec l'avion, mais je trouve que ça n'annule, pardon, pas ses efforts d'à côté. Et que si dès que je ne suis pas parfait, bah, je baisse les bras dans mes autres efforts, bah, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc en fait, faisons de notre mieux avec ce qu'on peut et qui on est, quoi. Troisième point, et celui-ci je l'adore, c'est comment j'agis avec l'ikigai. Agir pour agir ou juste pour avoir bonne conscience, ce n'est pas des motivations assez profondes ou intrinsèques pour vous motiver à le faire sur la durabilité. Par contre, agir avec sens, cœur et passion, c'est agir en étant aligné et cela vous aidera nettement à le faire sans contrainte et ce sur le long terme. Quand on n'est pas aligné avec ce qu'on fait, bah, c'est pas durable et on tient sur le court terme. Donc pour cela, je vous invite à explorer ce qui fait sens pour vous en explorant par un outil puissant du développement personnel qui est l'ikigai. L'ikigai, c'est un terme japonais qui signifie raison d'être en français et qui est utilisé pour trouver sa voie dans le cadre professionnel la plupart du temps. En fait, je le trouve hyper pertinent aussi pour comprendre quelle utilité on peut avoir sur l'enjeu environnemental en trouvant l'équilibre entre nos vocations, nos passions et ce dont notre monde a besoin. L'ikigai, c'est se poser ces trois questions. Qu'est-ce que j'aime faire? Ce pourquoi je suis douée et ce dont le monde a besoin. Je vais prendre mon exemple personnel pour que vous compreniez mieux. Par exemple, moi, ce que j'aime faire, c'est comprendre et transmettre. Depuis toute petite, ma maman me disait Toi, je te vois trop être conférencière. Et effectivement, bah, j'adorais faire des exposés à l'école sur des sujets qui me passionnaient. Et aujourd'hui, ce que j'aime le plus dans mon métier de coaching et de préparatrice mentale, c'est faire des conférences sur plein de thématiques. Je suis quelqu'un d'ultra curieuse et j'adore comprendre tout plein de mécanismes, d'histoires et surtout, j'adore aller les raconter après. Ce pourquoi je suis douée. Eh ben, ce pourquoi je suis douée, c'est transmettre ce que j'apprends. Je le fais très naturellement et c'est facile pour moi de communiquer, d'expliquer ce que j'apprends, de structurer et de vulgariser. D'ailleurs, on me dit souvent que ma curiosité et ma capacité à apprendre, étudier et faire des recherches est assez impressionnante. Impressionnante, pardon, je bute sur mes mots. Chaque année, quand j'étais étudiante, il fallait que je fasse un mémoire et j'adorais ça. Je crois que j'étais la seule de ma promo à kiffer ça. Je faisais des mémoires qui faisaient 200 pages tellement en fait j'adorais ça, transmettre ce que j'apprenais, faire des recherches, être très curieuse. Bref,
Et puis l'autre chose dans lequel je suis douée, c'est souvent on m'a dit dans mon métier, mes formateurs, mes clients et puis bon, bah, mes amis et mes confrères, consoeurs, que j'avais cette capacité à être douce avec les personnes que j'accompagnais, tout en soulevant des informations puissantes. Ensuite, ce dont le monde a besoin, le monde et la nature a besoin que l'humain prenne conscience de son impact. Ces derniers doivent être donc sensibilisés. L'humain a besoin d'être sensibilisé, conscient et éduqué sur l'environnement pour avoir un comportement favorable et positif sur lui. Donc mon ikigai à moi, c'est de toucher l'humain, comme je le fais à travers cet épisode de podcast par exemple, avec mon style, ma bienveillance et ma douceur. Et c'est ça mon truc. Et je suis peut-être plus forte là-dessus que sur d'autres choses. Je vous invite vraiment à vous poser ces 3 questions pour trouver le vôtre, trouver votre zone de génie pour faire du bien au monde avec votre style, votre personnalité et vos forces. Et c'est comme ça que vous allez briller et que vous allez contribuer à quelque chose de bien pour le monde. Ensuite, un grand champ de compétences que l'humain a, c'est la sensibilisation. Alors, justement, comment sensibiliser, éduquer autour de nous sans braquer? Je crois que la chose que chaque être humain est capable de faire, c'est sensibiliser ses proches. Chaque être humain qui devient parent a ce devoir et ce puissant pouvoir qui est l'éducation. L'éducation environnementale, c'est un devoir de chaque être humain sur Terre. C'est respecter la nature, respecter sa maison. Moi, je sais que ma conscience écologique, elle provient du milieu dans lequel j'ai grandi, proche des animaux et de la montagne. Elle vient de mes parents qui m'ont beaucoup transmis, qui sont eux-mêmes très sensibles à cette cause. Et puis, vous savez, il y a aussi ce fameux spectacle de fin d'année que j'avais fait à l'école qui m'avait vachement touchée sur la sécheresse en Afrique et en fait qui m'a vraiment éveillée sur le réchauffement climatique. Donc, mon éducation là-dessus, elle est née très tôt et elle s'est fait durant l'âge enfant. Mais l'éducation, en fait, elle se fait pas qu'à l'âge enfant, elle se fait tout au cours de sa vie et notamment grâce à la sensibilisation. Et la première base dans la sensibilisation, c'est avoir en tête que la plupart des personnes n'ont pas conscience de certains comportements qui ont un fort impact sur l'environnement. Quand on est ultra engagé sur l'écologie, on a une longueur d'avance sur plein d'infos, parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur en fait. Mais une personne qui ne s'y intéresse pas forcément, elle ne sait pas certaines choses qui peuvent paraître évidentes pour nous. Et souvent, le piège dans la communication, c'est croire que ce que nous, on sait, c'est évident pour les autres et du coup de pas le dire alors qu'en fait, on a plein de choses à apporter. Par exemple, un ami à moi qui m'a dit qu'il faisait attention à l'environnement, et ce, encore plus depuis qu'il était devenu papa et qu'il était aussi un peu éco-anxieux par rapport à sa fille, me disait qu'il n'utilisait plus que ChatGPT maintenant dans son quotidien professionnel. Et quand j'ai entendu ça, j'aurais pu être saoulée et le critiquer à faire cela et me dire, ouais, il dit qu'il est sensible à l'écologie, mais en fait, il fait tout le contraire, il est contradictoire. Et en fait, je me suis dit, au lieu de tomber dans l'agressivité et le blâmer, je me suis dit qu'il avait juste peut-être pas conscience de l'impact de l'utilisation professionnelle qu'il faisait de ChatGPT. Effectivement, l'utilisation de l'IA et de ChatGPT, c'est une catastrophe pour l'environnement. Une requête ChatGPT, ça consomme entre 0,05 et 0,5 litres d'eau pour refroidir le nombre de serveurs liés à une recherche à chaque recherche, quoi. Une consommation électrique d'une requête ChatGPT, c'est 6 fois une requête Google. Et en fait, c'est là que la sensibilisation est ultra importante, car vous, personne sensibilisée à la cause écologique, vous avez le pouvoir d'en apprendre à quelqu'un qui ne sait pas. Et juste de le dire, c'est énorme, car vous avez une chance sur deux que la personne à qui vous l'avez dit fera ensuite attention. Et juste ça, c'est énorme. Par contre, la forme employée pour faire passer le message compte énormément. Si vous blâmez, si vous touchez l'ego, si vous agressez, il y a beaucoup de chances que votre message ne passe pas. Le fond est bon et pertinent, mais pas la forme. J'adore cette expression. On ne gagne pas en faisant perdre la face à l'autre. Douceur, bienveillance, pas de leçon de morale. L'humain n'aime pas avoir la sensation qu'on lui fasse la morale ou qu'on se mette au-dessus de lui. Donc je pense vraiment que c'est le meilleur moyen de braquer les gens et d'être complètement contre-productif, de faire l'inverse. Imaginez quelqu'un qui vous dit fais ci, fais pas ça. En fait, vous allez avoir envie de faire tout l'inverse ou de pas le faire. Et juste parce que cette personne a touché votre ego ou vous a agacé et que vous voulez pas lui donner raison. Pour vous donner un autre exemple, j'ai une amie qui adore la nature et les animaux.
Elle aime donc beaucoup explorer la nature et donc voyager en avion, et ce, plusieurs fois par an. La dernière fois, lors d'un voyage, elle a publié une story où elle partageait sa liste de choses à réaliser, sa bucket list de sa vie. Et dans ses rêves, elle disait qu'elle rêvait de survoler le Mont Blanc en hélico, qu'elle rêvait de survoler l'Amazonie en hélico. Et purée, j'étais ultra impactée de lire ça en fait. Vraiment, je m'en suis rendue malade. Et je me suis dit, mais comment pouvoir autant aimer la nature et contribuer à ce qui lui fait mal, à la consommer et à la consumer? Et sur le coup, j'ai voulu lui répondre en lui jetant un pic, en lui disant que c'était aberrant et contradictoire de dire ça quand on déclare aimer la nature, et que c'était à cause de gens comme elle, en fait, que le monde tournait mal. Et puis, j'ai tourné ma langue 3 fois dans ma bouche en me disant que j'allais sûrement l'agresser avec mes mots et que par message, sachant que c'est une amie, ce serait déjà pas l'idéal. Donc, j'ai choisi de l'attendre pour la voir, pour lui en parler en face. Et le jour où le sujet viendra sur la table, je lui dirai ce que j'ai ressenti face à ses rêves qu'elle avait, en évitant bien évidemment de tomber dans le jugement et l'agression qui pourront qui pourront toucher son ego en fait. Et j'ai même l'idée, au lieu d'en rester à là, et de juste lui dire ça, de proposer quelque chose de plus grand en fait, et de lui proposer une alternative plus respectueuse, plus responsable, et à vivre ensemble. Donc en fait, par exemple, de lui proposer une randonnée ensemble près d'un glacier du Mont Blanc, pour le contempler tout en le respectant et en ne le consumant pas. Je lui aurais dit, en fait, là-dedans, il y aura une part de moi qui lui aura dit, ce que tu fais, c'est pas ouf en fait. Et voilà ce que je te propose comme alternative pour faire quelque chose qui est meilleur en fait. Et en plus, ça sera devenu quelque chose de partage entre nous plutôt que de rester sur quelque chose où elle pourra rester un peu braquée, etc. Donc voilà, au lieu de lui avoir fait une leçon de morale, je lui aurais parlé avec élégance et bienveillance, et en plus de ça, je lui aurais ajouté une solution plus plaisante qu'une leçon morale un peu punitive en mode non, tu n'y vas pas. Je prends aussi un autre exemple, celui de mon compagnon qui utilise la forme de l'humour pour sensibiliser là-dessus. Et j'aime beaucoup parce que quand quand on est quand on se proclame écolo et qu'on sensibilise, on peut vite avoir ce rôle de la personne relou qui refroidit l'ambiance, etc. Et mon copain, il est trop fort pour ça. Par exemple, si je reprends l'exemple de ChatGPT, dès qu'un pote à lui ou un collègue lui dit attends, je vais demander à ChatGPT, il lui répond attends, t'es sérieux? Va pas vider le lac du Titicaca pour répondre à ça. On va chercher autrement. Et j'adore parce qu'avec sa légèreté, son énergie pétillante, en fait, il se sensibilise tout autant avec vraiment légèreté, quoi. Mais il sensibilise. Voilà, tout ça pour vous dire que la sensibilisation à l'écologie, c'est aussi de l'intelligence relationnelle. Et voilà, j'en ai terminé avec cet épisode de podcast sur l'éco-anxiété et de comment transformer cet amour et ce respect que vous avez pour le vivant en un moteur puissant pour changer les choses. En trouvant votre mode de vie, en trouvant votre équilibre et votre façon d'agir, en communiquant et en sensibilisant à travers vos proches, parce que je pense que la parole, c'est une de nos plus grandes forces pour faire changer le monde. Et j'espère que cet épisode, toutes les fois où vous perdez tout espoir de changer le monde et que vous vivez des émotions qui sont difficiles, que vous pourrez repenser ou réécouter cet épisode de podcast où je vous encourage vraiment à vivre ces émotions pour pouvoir les transformer encore une nouvelle fois en espoir et en élan de quelque chose d'assez grandiose. Et que vous penserez à tous ces petits colibris que nous sommes dans ce monde. Alors n'hésitez pas à m'écrire ou partager en commentaire ou sur mes réseaux quels sont vos conseils pour faire du bien à notre monde. Je serais hyper heureuse de m'en inspirer et que ça puisse aussi inspirer les autres. Et puis aussi n'hésitez pas à partager cet épisode à des personnes à qui vous savez que ça pourrait faire du bien. Et voilà, en tout cas, merci pour votre écoute et je vous souhaite de prendre soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Goodbye.